Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations de ce 20h. Le temps des coups d'État est révolu, rappelle la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine prend des mesures contre ce coup de force au Mali. Une délégation se rend à Bamako. Les dirigeants demandent un retour à l'ordre constitutionnel conformément au protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le président Alassane Ouattara prépare aujourd'hui au sommet extraordinaire virtuel. Un dossier à suivre dans ce journal. On parlera des activités du port autonome d'Abidjan impactées par la Covid-19. Mais les dirigeants du port ont pris des mesures pour réduire les effets sur le trafic et la fluidité. On verra comment cette structure stratégique de l'économie s'en sort malgré cette crise sanitaire mondiale. Marche éclaté jeudi dernier, 5 individus interpellés. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public, incitation à la révolte et tentative de déstabilisation de l'État. Ils sont actuellement en garde à vue à la gendarmerie nationale. Ils risquent des peines d'emprisonnement. Les enquêtes en cours pour situer les responsabilités. Et puis en Russie, des médecins russes pour sauver la vie de l'opposant Alexei Navalny. Il est placé en réanimation dans un hôpital en Sibérie après avoir fait un malaise à bord d'un avion. Pour ses proches, l'homme est victime d'empoisonnement. La CEDEAO demande de rétablir Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions. Une délégation de haut niveau va se rendre à Bamako pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président en exercice de l'organisation, Mahamadou Issoufou. Les chefs d'État de la sous-région étaient en sommet extraordinaire ce jeudi par visioconférence sur le Mali. Le président Alassane Ouattara a pris part à la rencontre depuis le palais de la présidence à Abidjan. Jérôme Kofi Abolé. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce jeudi en concertation. La rencontre pour cause de la Covid-19 s'est encore tenue par visioconférence. Au centre de cette rencontre, la situation sociopolitique au Mali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En la présente session, s'est prononcée pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Mali après l'arrestation par une junte militaire du président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a obligé à démissionner. Nous exigeons la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels qui ont été arrêtés. Nous rappelons aux militaires putschistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Nous suspendons le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Nous demandons la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes et leurs partenaires et collaborateurs. Nous décidons de dépêcher immédiatement une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel. Nous demandons la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO. Nous allons donc engager des discussions avec les responsables de la junte militaire pour leur porter le message de notre communauté et leur faire comprendre que le temps des prises de pouvoir par la force est révolu dans notre sous-région. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pris part à cette visioconférence sur la situation au Mali. Il s'agit pour le chef de l'État ivoirien et ses pairs d'apporter leur concours pour permettre au Mali de surmonter rapidement la crise aux conséquences graves qu'il traverse. Cela conformément au protocole additionnel sur la bonne gouvernance et le respect de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Fin donc du sommet de la CEDEAO sur le Mali présidé par Mahamadou Issoufou. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est disponible pour continuer sa mission de rapprochement de toutes les positions, assure l'organisation. La CEDEAO qui a déjà pris des sanctions telles que la fermeture de toutes les frontières avec le pays et l'interdiction de toutes les transactions financières, commerciales et économiques des États membres avec le Mali. Ici, sur ce plateau, nous recevons Amani Hippo Félicien, directeur du cabinet du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons comprendre, sinon mieux comprendre, cette décision du gouvernement, l'interdiction hier de toute manifestation sur la voie publique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors,
je voudrais rappeler que le Conseil des ministres d'hier a pris une décision extrêmement importante. Il s'agit de la suspension des manifestations sur la voie publique. Et cette décision a fait l'objet du communiqué du Conseil des ministres et cette décision fait également l'objet d'un arrêté interministériel qu'il convient de porter à la connaissance des populations. Alors, qu'est-ce qui est autorisé? Ça veut dire qu'on peut manifester, mais comment? Alors, je rappelle les termes de cet arrêté. Il s'agit d'abord de l'arrêté interministériel numéro 804/MATED MSPC du 19 août 2020 portant suspension des marches et autres manifestations sur la voie publique. Cela signifie quoi? Cela signifie que désormais, au terme de cet arrêté, les organisations de la société civile, les formations politiques qui veulent organiser des manifestations publiques ne peuvent plus les organiser sur la voie publique. En revanche, l'arrêté, au terme de cette disposition, autorise ces organisations à tenir leurs manifestations dans des lieux clos. Et il s'agit pour ces organisations de se conformer aux dispositions de cet arrêté qui vient d'être pris par le gouvernement. C'est une mesure, il faut le rappeler, qui court jusqu'au 15 septembre et le gouvernement annonce la question de l'état d'urgence. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le gouvernement justement d'interdire les manifestations tout court? Alors peut-être cela nous amène à rappeler les motivations de cet arrêté. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous avons eu dans certaines localités du pays des manifestations qui ont entraîné des dégâts matériels importants et même mort d'hommes. Suite à ces violences, le gouvernement a estimé qu'il fallait désormais prévenir ce type de manifestation. C'est alors que la décision de suspension est intervenue. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, de brimer les partis politiques, mais il s'agit d'une mesure d'ordre public pour préserver les vies humaines et également pour préserver les biens publics et privés. Alors, des femmes de l'opposition entendent manifester demain, malgré cette mesure. Elles disent avoir saisi l'autorité. Vous avez reçu leur demande? Alors, dans la procédure, effectivement, la préfecture d'Abidjan est saisie à chaque fois qu'il y a des manifestations pour les autorisations ou les déclarations préalables. Pour celle de demain, vous avez reçu la demande? Alors, celle de demain, effectivement, parce que depuis quelques jours, il y a eu plusieurs reports d'ailleurs, depuis quelques jours, ces organisations ont saisi la préfecture d'Abidjan pour demander à organiser ces marches. Mais je voudrais bien insister là-dessus. Quelle est votre réponse à cette demande? Je voudrais bien insister là-dessus, et c'est d'ailleurs pourquoi je suis sur ce plateau. Ces marches ne sont pas autorisées tant qu'elles seront faites sur la voie publique. En revanche, ces marches peuvent se tenir, ces manifestations peuvent se tenir dans des lieux clos, ce qui va permettre aux forces de l'ordre, aux agents de sécurité d'encadrer ces manifestations pour qu'elles puissent se dérouler dans les conditions les meilleures et préserver la vie des personnes, préserver les biens publics et les biens privés. Avec cette nouvelle disposition du gouvernement, quelles sont les dispositions que les organisateurs désormais doivent prendre? Il s'agit de saisir les autorités administratives compétentes en la matière pour que ces marches-là, quant au lieu, soient identifiées et que ces marches soient encadrées par les forces de sécurité. Merci, monsieur. Peut-être qu'il faudrait ajouter que les organisations de la société civile et les partis politiques doivent se conformer à ces dispositions. Pour les contrevenants, l'arrêté que je viens de citer a une disposition claire là-dessus au niveau de l'article 4. Effectivement, les contrevenants vont s'exposer à des poursuites judiciaires. Merci, M. Amani, pour Félicien. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler de cette mesure du gouvernement, l'interdiction de toutes les manifestations sur la voie publique, décision prise hier donc en Conseil des ministres. Marche éclatée jeudi dernier, 5 individus interpellés, dont 2 mineurs. La gendarmerie nationale annonce qu'ils sont accusés de troubles à l'ordre public, on en parlait à l'instant, incitation à la révolte et tentative de déstabilisation de l'État. Ils risquent des peines d'emprisonnement. Des explications avec Jean-Marc Diadji.
5 individus mis en garde à vue par des éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale. Ils ont été interpellés le mercredi 12 août et au lendemain des manifestations du jeudi 13 août dernier. 2 parmi eux sont accusés de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte lors de la marche de l'opposition. Les 3 autres ont été appréhendés après perquisition de leur domicile par les unités de recherche de la gendarmerie. Motif : tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Ils risquent tous de lourdes peines d'emprisonnement. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. La Côte d'Ivoire qui prend d'autres mesures sécuritaires, le pays rapproche davantage la police des populations. Au total, 6 postes de proximité seront installés. Le premier a été inauguré dans la ville de Korogo, encore appelé commissariat de secteur. Ami Sissoko nous apprend que c'est un local installé dans un quartier rattaché à un service de police. Un seul commissariat de police pour plus de 300 000 habitants à Korogo. Le deuxième est en construction. Le ratio police-population est d'un policier pour plus de 1000 habitants, en deçà du standard international qui est d'un policier pour 400 habitants. Pour combler donc ce déficit, la préfecture de police de Korogo et les autorités communales se sont engagées à créer plusieurs postes de police de proximité. Le premier d'une série de 6 prévus est inauguré. 6 postes de police à Korogo dans toute la ville, c'est assurer la sérénité, la quiétude des populations. C'est faire en sorte que les populations n'aient plus peur dans les quartiers les plus reculés. Notre objectif est de rapprocher davantage la police des populations pour permettre un maillage effectif de la ville afin de répondre avec promptitude aux besoins de sécurisation des habitants de la commune. Qui ne se sent pas en sécurité de savoir qu'il a un poste de police à moins de 5 minutes de chez lui. Il est en même temps dissuasif pour les malfrats et les malhonnêtes de savoir qu'à tout moment, la police peut être présente. Situé dans la cité Ali Kader, au quartier Soudibra à Korogo, en plus du maintien de la sécurité des personnes et des biens, ce poste servira de point d'accueil et d'enregistrement de plaintes. Il fonctionnera 24 heures sur 24. Un projet financé par la mairie à près de 90 millions de francs CFA pour le bonheur des populations. Encore appelé commissariat du secteur, le poste de police de proximité est directement rattaché au commissariat de police. Il est composé d'un box et est doté d'engins roulants pour faciliter la mobilité des agents. Des mesures de renforcement de sécurité. Dans le domaine du transport urbain aussi, le gouvernement innove bientôt une ligne express de bus Yopougon-Bingerville. L'objectif est de faciliter le déplacement des populations. Le projet pour desservir le long de ce corridor expliqué aux acteurs. Le ministère des Transports veut impliquer tous les acteurs, les transporteurs, membres du Haut Conseil. Lancine Bakayoko. Ce projet de mobilité urbaine d'Abidjan prévoit une ligne directe entre les communes de Yopougon-Atekoubé, Adjamé Plateau, Cocody et Bingerville. En plus de régler les problèmes d'embouteillage, ce projet va surtout apporter un appui significatif au transport conventionné à Abidjan à travers la réhabilitation des voies de rabattement et des infrastructures de la Soutra avec de nouveaux dépôts de bus. Ce bouleversement qui arrive va avoir un impact sur les autres modes de transport. Le taxi communal, le minicar. Pour éviter donc que ce pan-là disparaisse, le gouvernement a souhaité que les acteurs soient impliqués et réfléchissent pour pouvoir maintenir les emplois, maintenir le matériel roulant et maintenir nos salariés. Des inquiétudes en termes de manque à gagner sont toutes légitimes, mais pas de panique. Diverses mesures comme le renouvellement du parc automobile à hauteur de 2000 taxis-compteurs et de 1000 BACA ont été prises par le gouvernement. D'autres projets tels la formation des chauffeurs, les centres d'alphabétisation et de santé sont également inscrits au programme. La réussite de la mise en œuvre de ces différentes actions nécessite une collaboration étroite avec les acteurs concernés pour que chacun bénéficie de ce qui est prévu dans le cadre du projet. Une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait faire bondir la croissance économique du pays d'au moins 1%, tout en assurant une professionnalisation du transport artisanal. Si le transport véritablement se métamorphose et change et évolue positivement, ça va tirer encore l'économie et donc on pourra partager les richesses et chacun pourra être un peu plus à l'aise.
Avec la ligne express Yopougon-Bingerville, les temps de déplacement seront réduits drastiquement et 600 000 emplois supplémentaires deviendront accessibles en moins d'une heure. Puisqu'on parle de transport, n'oublions pas, sortons avec nos masques car la Covid-19 est toujours présente. Il faut continuer de respecter les mesures de lutte contre la pandémie. Et dans la lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire peut compter avec le soutien de la GIZ. La coopération internationale allemande contribue au renforcement de la cohabitation pacifique aux frontières impactées par la pandémie. Elle a fait don à la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. On dénombre 397 villages ou campements, dont 341 points de passage non officiels. Dans ce contexte, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, enregistre une recrudescence de foyers confligènes aux frontières du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Pour apporter une réponse à cette situation, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a initié le projet Sensibilisation à la cohabitation pacifique et formation à la lutte contre la COVID-19 avec remise de kits sanitaires aux populations dans les zones frontalières. Le projet est soutenu par la République fédérale d'Allemagne à travers le GIZ. Ce projet vise à renforcer la sécurité physique et sanitaire ainsi que la paix dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire. C'est un coût global de 47 17 000 francs CFA consacré à 3 grands chapitres: sensibilisation et communication sur la COVID-19, formation à la cohabitation pacifique et aux gestes barrières et acquisition de matériel et équipements. Au nom du GIZ, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire remet ainsi des kits sanitaires à la Commission nationale des frontières. Je tiens à réitérer une fois de plus mes sincères félicitations à l'État ivoirien pour tous les efforts consentis et les initiatives prises dans le cadre de lutte contre le Covid-19, efforts qui ont débuté à donner de bons résultats. En témoigne la situation actuelle du point de lutte contre cette maladie. Doropo, Kanyasso, Mbengue et Kong constituent entre autres les chefs-lieux des localités bénéficiaires de ce projet. La Covid-19 impacte tous les secteurs d'activité. Intéressons-nous au port autonome d'Abidjan. La Côte d'Ivoire avait engagé sa compétitivité dans la sous-région. Le 21 février 2019, c'était l'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi. Un an après, c'est la crise sanitaire, couvre-feu, confinement du Grand Abidjan, fermeture des frontières. Cet outil stratégique pour l'économie connaît une baisse des activités. Le port s'en sort grâce aux dispositions prises. Mais comment ce poumon de l'économie vit la pandémie? C'est ce que nous allons voir dans ce dossier de Noël Agneau. Astarosa Cissé gère le terminal à conteneurs du port d'Abidjan, dit port moderne. Un port moderne, c'est un port qui a des cadences de déchargement élevées. Nous sommes aujourd'hui à 60 mouvements heure, c'est-à-dire que dans une heure, nous manipulons 60 conteneurs. Le terminal à conteneurs, c'est 45% des activités du port d'Abidjan. Un port prisé par les armateurs en raison des avantages comparatifs de la Côte d'Ivoire. Nous exportons énormément grâce aux campagnes successives du cacao, du cajou, du coton, de la mangue, de la banane. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir deux touchés et que l'escale d'Abidjan soit une escale prisée. Offrir deux touchés, c'est bien, mais élargir le canal de Vridi, l'approfondir pour rendre le port accessible aux navires de la nouvelle génération est mieux. Il s'agissait donc de créer des infrastructures à même d'accueillir des grands navires, des navires aujourd'hui qui font 16 mètres de tirant d'eau, alors que les quais du port ne peuvent accueillir que des navires de 11 mètres 50 de tirant d'eau. Quand ce canal approfondi et élargi est inauguré le 21 février 2019 par Feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, le port reprend sa place de port de référence sur la côte ouest africaine. Un repositionnement contrarié par la pandémie du coronavirus dès février 2020, soit un an après. Le commandant de bord s'est engagé à maintenir le cap. Évidemment, on voyait qu'il y avait de la frayeur, mais pas de panique.
Et aujourd'hui, je pense qu'on est rassuré du fait qu'il ne s'agit pas d'avoir de la panique particulière. Il s'agit plutôt, dans ces moments particuliers, là, de s'organiser à sauver des vies tout en maintenant une économie fonctionnelle au minimum pour assurer des arrières et permettre une reprise après le Covid. Mieux, YNCA a pris les devants avec des dispositions conséquentes de sorte à sécuriser cet outil stratégique. Le port, dans ce moment particulier là, et la communauté portuaire, nous avons pris des mesures pour accompagner les opérateurs. Ainsi, pendant les périodes difficiles, tout ce qui rentre dans le port et qui va avoir des difficultés en termes de temps de passage, nous avons exonéré. Le port a renoncé à des ressources justement pour permettre à ce que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Travailler à oxygéner le poumon de l'économie ivoirienne. 85% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur a l'effet de lui éviter le stade sévère de la pandémie à coronavirus. Voilà le principal défi à relever par la communauté portuaire. Le terminal à conteneurs, le cœur des activités d'import et d'export, s'est donné les moyens de sorte à garantir des prestations de services conformes aux besoins et attentes des clients. Nous avons adapté nos horaires de travail pour pouvoir aménager les horaires de shift et réduire le nombre de personnes dans les bureaux. Malgré les mesures restrictives de couvre-feu, nous avons été accompagnés par le gouvernement pour continuer à travailler de jour comme de nuit, y compris les dockers pour lesquels nous avons aménagé les horaires de shift. Nous les avons transportés pour pouvoir assurer la distanciation sociale. Nous avons loué des bus complémentaires. Nous avons assuré les repas sur place. Le pendant du maintien de la qualité des services avec le Covid-19, la fluidité du transit des marchandises sur le périmètre portuaire. À ce niveau, une synergie d'action a favorisé la célérité des activités d'importation et d'exportation. Dans le cadre du coronavirus, par exemple, les envois de secours, les matériels, les équipements sanitaires, tout ce qui est gants, tout ce qui est gel hydroalcoolique, tout ce qui est masque constitue des produits prioritaires. Alors, dans le cadre des mesures que nous avons prises, l'importateur a la possibilité d'enlever ces marchandises sous palin. La deuxième mesure en ce qui concerne l'allègement des formalités de dédouanement porte sur les déclarations. À l'origine des performances enregistrées, le télétravail ou l'exploitation efficiente des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette pandémie aussi nous a fait prendre conscience qu'on peut gagner en productivité avec l'outil informatique. C'est ainsi qu'en peu de temps, nous avons pu faire en sorte que 70% de nos collaborateurs puissent travailler à distance depuis leur domicile et continuer à avoir accès à l'information pour continuer à servir le client. Plus de 5 mois après, quels sont les impacts sectoriels et généraux? La maladie nous a montré qu'effectivement, on pouvait ouvrir les vannes et puis avoir de bons résultats. Les ports prennent un coup. Effectivement, nous avons eu des baisses. Une baisse d'abord qui partait de 11% au mois d'avril. À fin mai, nous étions environ à... Il y avait un peu de rattrapage, il y a eu à 7%. Mais globalement, le trafic a connu une baisse de l'ordre de 7% en mai. Et nous espérons un rattrapage. Une chose est sûre, le Covid-19 fait désormais partie intégrante de l'environnement des activités socio-économiques. S'accommoder de son existence est le nouveau défi à relever. Donc le Covid, on vivra avec, on modernisera le port pendant ces temps-là pour que la fin Covid, le port soit un ressort important pour la résilience de l'économie ivoirienne et permettre à la Côte d'Ivoire de continuer son développement. En attendant d'avoir une lisibilité sur les impacts de la crise pour l'exercice 2020, le port a enregistré une bonne performance en 2019 avec une croissance de 7%. Ainsi, le trafic global de marchandises est passé de 24 177 261 tonnes en 2018 à 25 827 167 tonnes en 2019. Le dossier de ce soir avec Noël Niagno, on a vu comment le port autonome d'Abidjan vit la pandémie de Covid-19. L'actualité politique ce soir, dans 2 jours, le samedi 22, c'est l'investiture du candidat du RHDP. Le directeur exécutif du parti continue la mobilisation. Adama Bictogo, qui attend 100 000 personnes au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, a rencontré des militants. Alexis Ouedraogo. Dernière tournée de mobilisation autour de la cérémonie d'investiture de son candidat. Ce samedi 22 août, le directeur exécutif du RHDP fait tomber la veste. Mercredi soir à Yopougon, Ouassakara, les militants le lui ont bien rendu.
Pour Adama Bictogo, il faut rester concentré sur l'essentiel. Ils sont convaincus qu'ils ont non seulement le meilleur candidat, mais ils ont celui-là même, le candidat qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être au niveau, au stade où nous sommes. La majorité, elle est là. La majorité responsable, elle est là. Et elle va le démontrer de maintenant jusqu'au 31 octobre pour répondre aux attentes des Ivoiriens. Parce que c'est ça notre préoccupation. Comment améliorer encore plus chaque jour le bien-être, le quotidien des Ivoiriens. Autre rendez-vous ce jeudi en fin de journée à Abidjan Sud, au foyer des jeunes de Koumassi. Aux côtés des coordonnateurs régionaux de Port-Boué et Koumassi, dernier réglage de l'organisation, le directeur exécutif dit toute sa fierté. Il parle, nous on avance. Le 22 août, au Félicia, on doit montrer à la minorité bruyante, à ceux qui font du bruit, que l'éléphant n'a pas besoin de montrer qu'il est costaud. Mais quand il fait un pas, c'est un vrai pas. C'est nous qui avons demandé à Alassane Ouattara d'être candidat. C'est pas lui qui nous a demandé, c'est nous qui avons demandé à Alassane Ouattara d'être candidat. On l'aime pas, il est le meilleur. Le parti attend un peu plus de 100 000 personnes pour sa convention d'investiture ce samedi. Et comme on le voit, c'est la mobilisation des militants pour la convention de samedi. Le directeur exécutif sur le terrain. Les responsables locaux du RHDP aussi en tournée à Abidjan Sud. Ils étaient dans les communes de Port-Boué, Koumassi, Marcory et Treichville avec Mamadou Kwasi. La coordination régionale RHDP de Port-Boué veut battre le record de mobilisation lors de la prochaine convention d'investiture de son candidat. Les militants l'ont exprimé au ministre Ibrahima Cissé Bakongo, premier responsable du parti pour le compte d'Abidjan Sud. Et cela au cours d'une rencontre de mobilisation tenue au siège du RHDP de Port-Boué. Pour le ministre Siandou Fofana, coordonnateur régional du RHDP de Port-Boué, cette convention est la concrétisation d'une volonté exprimée depuis des semaines. Population de Port-Boué, comme des fourmis envahissant le stade, pour que Abidjan Sud magnifie le chef et démontre à la face du monde que Alassane Ouattara n'a pas usurpé son titre, mais qu'il demeure encore là-bas et qu'il est véritablement le leader. Le ministre Ibrahima Cissé Bakongo, premier responsable du RHDP pour le compte des communes de Port-Boué, de Koumassi, de Marcory et de Treichville, s'est dit heureux de l'engouement suscité par la candidature du président Alassane Ouattara auprès des populations. C'est pourquoi il exhorte les militants à investir le stade Félix Houphouët-Boigny le samedi prochain. Nous allons donc démontrer le samedi que la majorité se trouve du côté de ceux qui veulent la paix. La majorité se trouve de ceux qui veulent le maintien des acquis de la gouvernance actuellement en place. C'est ce défi que nous voulons relever, faire en sorte qu'à partir du 22 août, on se dise que l'affaire est pliée. Avant l'étape de Port-Boué, c'est la délégation régionale RHDP de Koumassi qui a été visitée. Ici également, Ibrahima Cissé Bakongo a invité les militants à dépasser le quota des 20 000 places accordées à la zone d'Abidjan Sud. Assurance lui a été donnée par les militants qui entendent ainsi traduire cette volonté le 22 août prochain, mais également le 31 octobre prochain pour faire élire le président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. En culture, on a tiré le frein à main. Plus d'activités culturelles en raison de la Covid-19. Les artistes passent des moments difficiles, des difficultés exposées à la ministre Raymond Goudou Kofi à Salfo et plusieurs de ses collègues appellent à l'aide. Issa Tionayeo. Du fait du coronavirus, les professionnels de l'art en Côte d'Ivoire ont vu leurs revenus baisser par manque d'activité. Face à cette situation, ils ont sollicité et obtenu une rencontre avec le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi. Nos spectacles ont été bloqués, nos festivals ont été annulés ou reportés, nos tournées internationales comme nationales ont été ajournées. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le monde de la culture, à l'instar de tous les autres pays, a subi les lourds tributs de cette pandémie. Alors nous venons tout sagement auprès de vous
solliciter votre intervention auprès du gouvernement, auprès du président de la République, afin que notre cri d'alarme soit entendu. Pour un accompagnement qui relève, bien entendu, de la discrétion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons donc, bien entendu, après votre courrier, transmettre cela à notre chef du gouvernement, qui lui, bien entendu, selon le contenu, pourra, bien entendu, le transmettre donc au Président de la République. La ministre Raymond Goudou Kofi a par ailleurs invité les artistes à faire usage du fonds mis à leur disposition pour créer. En religion, le père Augustin Brou a 25 ans de sacerdoce. Des témoignages pour saluer les actions du curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, un quart de siècle au service de Dieu qu'il entend continuer dans l'évangélisation. Le reportage de Grace Kando. La mission du prêtre se résume en ce triptyque: enseigner, gouverner et sanctifier le peuple de Dieu à travers l'annonce de l'évangile et la célébration eucharistique. Voici 25 ans que le père Augustin Brou a décidé de s'engager à la suite du Christ. À cet effet, une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Luc des 220 logements, sa paroisse d'origine. 25 ans, ce n'est qu'une étape. Je prie Dieu pour qu'il me donne encore assez de vie, assez de temps, pour que je puisse annoncer à temps et à contre-temps le message qu'il me donne de proclamer. Cette messe d'action de grâce a vu la participation de plusieurs fidèles venus d'autres paroisses et confessions religieuses. Je prie Dieu afin qu'il soit toujours élevé, afin qu'il continue bien sa mission et qu'il l'amène à bien. Parce que la vie de prêtre n'est pas souvent facile et bon, on lui souhaite beaucoup de bonheur. 25 ans d'abord, c'est le quart de siècle. C'est un âge mémorable et à fêter. Vraiment, nous sommes heureux pour le Père Augustin. C'est important pour la vie d'un homme, surtout au service de Dieu. Cela devrait pouvoir nous inspirer. 25 ans de sacerdoce, c'est 25 ans de fidélité au Seigneur, c'est 25 ans d'amour pour le Seigneur, mais 25 ans également d'offrande de sa personne, de sa vie et de son amour également pour ses frères et sœurs. C'est autant de leçons pour chacune et chacun d'entre nous. Le père Augustin Brou a été ordonné le 9 septembre 1995 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau par le cardinal Paul Poupard. En plus d'être le secrétaire exécutif de la conférence épiscopale chargé des moyens de communication sociale, il est curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux depuis 4 ans. Autre chose, la diaspora burkinabé s'organise. Quelle contribution dans la vie politique, économique et sociale du Burkina Faso? Le premier congrès d'un mouvement vient de se tenir à Abidjan. Une mobilisation des ressortissants burkinabés vivant à l'étranger, qu'on voit avec Moussa Konaté. Les Burkinabés vivant à l'étranger s'organisent pour participer au rayonnement de leur pays. Réunis ce jour à Abidjan pour le premier congrès du mouvement politique C'est le Moment. La diaspora burkinabé est invitée à contribuer à la vie politique, économique et sociale du Burkina Faso. Un appel de Moumouni Pograwa, président du mouvement C'est le Moment. Nous sommes pratiquement 7 millions de Burkinabés vivant hors de notre territoire national, donc le Burkina Faso. Et il était question donc de nous mettre ensemble pour participer efficacement au développement de notre pays. Et ce congrès est historique, d'autant plus que c'est le tout premier congrès de toute la diaspora burkinabé vivant dans le monde. Créé en 2018, le mouvement C'est le Moment regroupe des Burkinabés de la diaspora, des Burkinabés de l'étranger qui souhaitent la stabilité au Burkina Faso. Le pays prévoit une élection présidentielle en novembre 2020. Dans le reste de l'actualité, en Russie, des médecins russes pour sauver la vie de l'opposant Alexei Navalny. Il est placé en réanimation dans un hôpital en Sibérie après avoir fait un malaise à bord d'un avion. Il se rendait à Moscou. Selon le médecin-chef, Alexei Navalny se trouve toujours dans un état grave. Pour ses proches, le scénario de l'empoisonnement ne fait aucun doute. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Marine Cognan. La sagesse africaine indique que dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Prônons la paix.